Cette semaine, Méditerranéo vous emmène en Calabre où le village de Riace, à contre-courant des idées du gouvernement, tente de développer une politique d'accueil des étrangers. Nous nous rendrons ensuite au Portugal, soucieux de faire revenir les Juifs chassés du pays pendant l'Inquisition. Cap ensuite sur l'île maudite de Poveglia près de Venise, qui peine à se trouver un nouveau propriétaire. Une autre île pour terminer, celle du Frioul, qui abrite depuis 30 ans une ferme aquacole biologique. En Italie, des citoyens refusent la violente politique anti-migrants de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur d'extrême droite. C'est le cas de Domenico Lucano, le maire de Riace en Calabre, très attaché à la tradition ancestrale d'accueil de la région. Il y a quelques mois, ce maire symbole a été arrêté, visé par une enquête pour aide à l'immigration clandestine. Le ciel s'est fortement assombri ces derniers temps au-dessus de Riace. Pour la journée de l'enfant, l'assistance est plutôt maigre. Pourtant, le geste est symbolique pour ces agriculteurs et défenseurs de l'environnement. Riace représente un lieu symbolique et la communauté de nombreuses cultures, le croisement de nombreuses réalités et de tant de personnes qui se déplacent dans le monde et qui ont le droit de se déplacer librement dans le monde. Planter un arbre aujourd'hui et voir une petite fille à côté de l'arbre qui pousse, c'est un espoir. L'espoir que cet enfant pourra grandir avec cet arbre dans le village des rêves. Autour des arbres, il y a des élus municipaux et surtout Osman Mohamed et sa fille. Réfugiés somaliens en Libye, Osman et sa famille ont fui le pays pendant la guerre de 2011 pour se mettre à l'abri en Italie. Je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui avec l'aide de Mimo Lucano, avec l'aide des gens de Riace, mes voisins et mes amis qui me donnent du courage. Mimo Lucano, c'est le grand absent. Le maire de Riace est à l'origine de la politique d'accueil du village. Visé par une enquête pour aide à l'immigration clandestine, il est interdit de séjour dans sa commune. Un désastre pour certains. Ce qui, selon moi, porte Riace en ce moment, c'est de recommencer, vraiment. Depuis le désastre que nous avons connu, recommencer à construire ce qui était l'idée originale du maire, Mimo Lucano. L'idée originale, c'était de perpétuer la tradition ancestrale d'accueil de cette région de la mer Ionienne, dans ce village dont la plupart des habitants avaient émigré vers le Piémont ou même l'Argentine. Depuis 1998 et le débarquement d'un navire de réfugiés kurdes, ce sont les étrangers qui ont fait renaître Riace. Le projet de la commune, investir l'argent du SPRAR, le système de protection pour demandeurs d'asile et réfugiés, 35 € par personne et par jour, dans l'intégration, hébergement, éducation, mais aussi création d'emplois dans des ateliers d'artisanat. C'est fermé. Depuis que les vicissitudes ont commencé, tous les ateliers qui sont ici, dans le centre ancien, qui était géré par l'association Città Futura, où travaillait une personne immigrée et une personne du village, sont maintenant fermés. Donc cette situation a entraîné des difficultés économiques et sociales ici, à Riace. Les fonds publics ont été coupés l'été dernier. Le projet Riace s'est arrêté net. Un projet d'accueil diffus où les migrants avaient investi les maisons abandonnées d'un village qui redevient un désert. Il y a beaucoup de maisons avec des panneaux à vendre. Et partant de là, on peut très bien voir comment le village s'est dépeuplé. Aussi parce que vendre, ça signifie se défaire de quelque chose.
Il y a encore quelques mois, 600 migrants venus d'Afrique et d'Asie vivaient à Riace. La plupart ont été déplacés vers des centres d'hébergement dans d'autres villes d'Italie. Seules quelques dizaines sont restés. Parmi eux, Daniel Yaboa, originaire du Ghana. Il travaille et vit ici depuis 10 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Il est arrivé à une époque où Riace était florissant, grâce aux immigrés. L'argent que l'on donne aux migrants, ce n'est pas comme s'ils l'envoyaient en Afrique ou dans leur pays. Les sous, ils les dépensent ici, parce qu'ils vont au supermarché, ils vont dans les magasins, ils vont acheter des vêtements, manger. Donc les sous, ils restent toujours ici. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent que l'accueil des migrants, ça fait reculer l'économie. Ce n'est pas vrai, parce que les sous que l'on te donne, tu les dépenses ici. À la mairie, en l'absence de Mimo Lucano, c'est Giuseppe Gervasi, le maire adjoint, qui expédie les affaires courantes. Il fait face à l'adversité, dans une période où la vie de la commune a basculé, très brutalement. Riace est un village silencieux. Et c'est une chose différente que d'être mort. Surtout s'il est silencieux pour comprendre comment continuer. Et la seule façon de continuer en ce moment, c'est d'être silencieux et d'agir. Montrer notre humanisme avec des faits et pas avec des mots ou des slogans. L'humanisme qui en ce moment nous a conduits à aider ceux qui ont décidé de rester et à être prêts à aider ceux qui viendront de la mer. La justice reproche au maire d'avoir employé une coopérative locale pour ramasser les ordures sans appel d'offres, d'avoir favorisé des mariages blancs pour sauver de l'expulsion des déboutés de l'asile. Pour le juriste qui défend les intérêts de la commune, l'attaque est avant tout politique. Je dirais que c'est assez curieux, que tout à coup, en 2018, on découvre que c'est très mal, que c'est un projet très négatif. À tel point que l'on n'applique pas une pénalité ou une reconnaissance de lacunes administratives, mais que l'on arrive à la fermeture. L'école du village a fermé. Les élèves qui ont les moyens de payer le bus fréquentent celle de la ville nouvelle en bord de mer. Avec 7 enfants, Osman Mohamed, le réfugié somalien passé par la Libye, a choisi de rester ici. Après avoir bénéficié de l'argent public pendant 15 mois, il a travaillé comme interprète ou médiateur culturel. À 69 ans, il aspire aujourd'hui à une retraite paisible. Moi, regardez, j'ai vu les endroits où il y a des problèmes. Nous avons fui la guerre. Nous cherchons la paix. Nous ne cherchons pas beaucoup de choses, parce que nous savons ce que la paix veut dire. Quand nous trouvons la paix quelque part, on y reste. À 12 km du village, Kaulonia Marina et ses reproductions des célèbres bronzes grecs retrouvés en mer près de Riace en 1972. C'est là, rue des Émigrés, que vit Mimo Lucano, le maire déchu. Il dit que Salvini, le ministre de l'Intérieur, n'a jamais aimé le modèle d'intégration de Riace. Lucano éloigné, épuisé, mais toujours combatif. Derrière l'immigration, il y a des injustices évidentes du monde. Les personnes qui arrivent ne sont pas contentes d'arriver. Ils ne viennent pas pour faire une croisière. Ce sont des gens qui s'accrochent aux vagues, des gens qui sont poussés par une seule solution, une seule alternative pour leur survie, celle de vivre. Celle de vivre dans un monde où il semble qu'il n'y ait pas d'espace pour eux. Ici, c'est l'enfer. Ils n'ont visiblement plus leur place à Riace, où ils étaient pour la plupart parfaitement intégrés. Et même si la Ligue, le parti d'extrême droite de Salvini, a séduit une 60aine d'électeurs aux dernières législatives, le village soutient toujours son maire et son projet, y compris ce nostalgique du fascisme. Je suis comme ça. Je crois toujours à ça. J'ai toujours été une droite juste. Mimo Lucano, pour moi, a été et sera toujours un grand homme. Il a fait quelque chose pour ce petit Riace et peut-être pour la communauté internationale.
Alors, les arbres plantés lors de la journée de l'enfant sont plus que jamais porteurs d'espoir. Surtout ce cédra, appelé aussi main de Bouddha. C'est le signe de la Méditerranée, qui ne doit pas être la Méditerranée du rejet, mais la Méditerranée de l'accueil. Osman et sa fille se chargent de le planter, comme pour marquer un peu plus leur enracinement à Riace. Ce village, dépeuplé par l'émigration, puis revitalisé par l'immigration des étrangers, et dont l'avenir est plus que jamais incertain. Au XVIe siècle, au moment de l'Inquisition, les Juifs sont expulsés d'Espagne puis du Portugal. Beaucoup se réfugient en France, aux Pays-Bas, en Angleterre ou aux États-Unis. Depuis 2015, le Portugal a pris une décision historique, octroyer la nationalité aux descendants des Juifs expulsés du pays. Depuis, les demandes affluent du monde entier. Alors que Lisbonne plonge doucement dans le sommeil, à 22h ce soir-là, il est un homme peu décidé à ralentir le rythme. 1 an déjà que le peintre David Kessel s'est établi à Lisbonne, un changement qui se ressent jusque dans ses peintures. Lorsqu'on se réveille le matin avec une lumière pas possible, ça vous remplit en vitamine D et ça vous incite à forcément peindre avec encore un peu plus de couleurs que d'habitude. Le Portugal, c'est ici désormais qu'il se sent le mieux, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que juif. D'une mère juive originaire de Roumanie, David Kessel dit avoir été bercé de prières séfarades dans son enfance. Sa mère, dit-il, est probablement une descendante de juifs portugais, expulsés du pays à partir du XVe siècle. J'ai une impression assez bizarre, comme de revenir à la maison. Il y a quelque chose qui me prend, comme si il y avait un appel quelque part. L'intuition grisante d'être qui sait, sur la terre de ses ancêtres, suffit à son bonheur, mais d'autres vont encore plus loin. En 2015, le Portugal a pris une décision historique. Octroyer la nationalité aux descendants des Juifs expulsés du pays pendant l'Inquisition. Depuis, les demandes affluent du monde entier, Israël, Brésil, Turquie, France ou encore États-Unis. Mais pour obtenir la nationalité, encore faut-il prouver son ascendance juive portugaise. Cette avocate lisboète se charge d'aider les demandeurs dans leur démarche. Les noms de famille révèlent beaucoup d'informations sur l'histoire, l'origine des personnes. Ils permettent de retracer leurs ascendances. Ça nous permet, dans bien des cas, de remonter assez loin et de prouver l'appartenance effective à l'ancienne communauté juive séfarade du Portugal. 300 personnes ont déjà acquis la nationalité portugaise. 4000 autres ont déposé un dossier. Et pourtant, peu acceptent de se livrer sur ce rapprochement avec le pays de leurs ancêtres. Comme si, 5 siècles plus tard, la blessure était encore à vif. Dans les rues tortueuses de Porto, sur les traces de cette histoire douloureuse, Ricardo Brochado, historien, nous sert de guide. Ici, c'est la rue San Miguel. Sur la plaque, c'est écrit « Ancien quartier juif ». Ça remonte au XVe siècle. À l'époque, il y avait plusieurs zones de la ville habitées par des juifs. Ce quartier est le dernier duquel ils ont été expulsés. Les juifs sont alors considérés comme infidèles et dangereux par les autorités de l'époque. Elles leur demandent de se convertir au catholicisme. Ceux qui refusent en payeront le prix fort. Au XVIe siècle est arrivée l'Inquisition et elle a tout balayé sur son passage. Beaucoup de choses ont été détruites. Les propriétés des Juifs, par exemple, ont été rasées. On a des documents qui prouvent tout cela. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont des maisons autour de nous qui datent du XVIIIe siècle. Elles ont été édifiées sur des décombres de maisons appartenant à des Juifs au XVe siècle. Sous l'influence de l'Espagne intolérante des rois catholiques, le Portugal s'en prend à son tour à ces Juifs.
Jusqu'à la synagogue du quartier sera détruite. Aujourd'hui, seules des plaques rappellent sa présence à l'endroit même où a été édifiée une église. Au début du XXe siècle, une nouvelle synagogue a été édifiée à Porto. Tournée vers l'avenir, elle n'oublie rien du passé. Clara Fernandes, Clara de Fonseca, Clara de Silva. Vous voyez, ce sont des noms bien portugais. Tous ces noms sont ceux de personnes juives qui ont été traduites en justice. Certaines ont été condamnées à mort. D'autres ont eu des peines moins sévères, mais toutes ont été punies par l'Inquisition d'une façon ou d'une autre. Avec la loi du retour qui a été adoptée au Portugal, cette histoire qui semblait figée dans l'horreur est en train de reprendre vie. De plus en plus, des descendants de Juifs du Portugal contactent le responsable de la communauté juive de Porto en vue d'une éventuelle installation sur la terre de leurs lointains aïeux. Le climat antisémite qui existe dans plusieurs pays européens comme la France pousse beaucoup de Juifs à s'installer ailleurs. Même si l'endroit idéal pour les Juifs restera toujours Israël, on peut estimer qu'en Europe, le Portugal est le meilleur endroit capable d'accueillir les Juifs. C'est l'endroit le plus sûr pour eux. La loi religieuse juive nous interdit de filmer l'office du Shabbat, mais Michael Rothwell nous l'assure. Désormais, les rangs de sa synagogue bruissent de langues et dialectes des 4 coins du monde. Jour après jour, il est devenu le témoin privilégié de la fascinante renaissance de la communauté juive portugaise. Prêt à tout pour éponger son énorme dette de plus de 2000 milliards d'euros, l'État italien vend une partie de son patrimoine. C'est le cas de l'île de Poveglia à Venise, qui depuis des siècles a la réputation d'être hantée. Abandonnée depuis une 50aine d'années, elle a été mise aux enchères, mais aucune offre n'a encore été retenue. Venise a la réputation d'être une des villes les plus chères du monde. Pourtant, il suffit d'un canot et d'une demi-heure de navigation vers la Bocca di Malamocco pour trouver Poveglia et changer la vie. Les 7 hectares de cette île abandonnée et réputée maudite sont aujourd'hui vendus au prix d'un 3 pièces, un demi-million d'euros. Ici, au milieu des ruines, des traces de travaux assez récents de remblaiement des rivages. Les travaux ont été terminés en l'an 2000 pour un coût total de 44 milliards de lire, c'est-à-dire 22 millions d'euros. Cela vous donne une idée de la valeur actuelle de l'île. Cette estimation est pourtant très éloignée de la réalité. La vente aux enchères organisée par l'État pour fixer le prix d'une concession de l'île de 100 ans n'a rapporté pour le moment que 500 000 euros. 500 000 euros offerts par la holding Umana, propriété de l'actuel maire de Venise, Luigi Brugnaro, pour y construire une clinique privée. Beaucoup de Vénitiens se sont mobilisés contre ce projet, de peur que ce petit paradis soit transformé en complexe de luxe, comme d'autres perles de la lagune. Ici, il y a un énorme patrimoine immobilier à gérer. L'île est un véritable poumon qui intéresse surtout les Vénitiens, ceux qui vivent dans la lagune. Il y a une grande partie naturelle qui pourrait devenir un parc public, très grand et très beau. L'État a finalement rejeté l'enchère d'Umana, jugée insuffisante, mais aussi celle du comité Poveglia Pertutti, qui a rassemblé à peu près la même somme grâce aux donations de 4400 particuliers. Le but était d'obtenir une concession de 6 ans pour réorganiser et améliorer l'île. Nous aidons Poveglia dans l'intérêt de tous. L'Écosse a beaucoup d'îles avec des projets similaires confiés aux communautés locales. C'est cette expérience que nous souhaitons partager. La prochaine vente aux enchères pourrait atteindre 14 millions d'euros. Et moi je dis, demandez une aide internationale. Même 14 millions d'euros ne sont rien comparé à un idéal aussi important que la lutte contre la privatisation. Pour l'instant, la situation reste bloquée et la végétation continue d'effacer les traces d'un passé tumultueux.
Lieu d'accueil au XVIe siècle pour les malades de la peste, l'île a été transformée au cours du XIXe siècle en centre de quarantaine avant d'être occupée par des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, certains espèrent que les nombreux corps enterrés ici au fil des siècles décourageront les futurs acquéreurs. Dans les années 1920, le roman gothique de Poveglia s'enrichit d'un autre chapitre, avec un hôpital psychiatrique dirigé par un médecin sadique s'adonnant à des expériences épouvantables. Depuis sa fermeture en 1965, la bâtisse est à l'abandon et son avenir reste flou. Les bateaux de croisière, la pollution, le niveau de la mer, Venise a beaucoup de problèmes, mais celui-ci est le plus important. Les Vénitiens ont besoin d'un endroit comme Poveglia pour construire leur futur. Une île accessible à tous, restaurée et apaisée, pour que les nombreuses âmes qui peuplent Poveglia depuis des siècles cohabitent enfin sereinement avec les vivants. Depuis 1989, dans la rade de Marseille, l'île du Frioul abrite une ferme aquacole biologique. L'objectif de son fondateur, élever des poissons de qualité proches des espèces sauvages, tout en préservant la ressource des océans. Voici notre séquence mémoire. Les trois principes du bio, c'est respect de l'environnement, respect de l'animal et respect du consommateur. Et tout ce qu'on fait dans l'élevage, il s'est régi par un cahier des charges qui se doit de respecter ces trois grands principes à chaque étape. Dans l'élevage du poisson, tout commence par des alevins, qui pèsent à peine 15 grammes lorsqu'ils arrivent à la ferme. Là, on a les petits alevins qu'on a reçus avant-hier. L'écloserie est bien maîtrisée. Ouais. C'est des établissements spécialisés, hein, en général, les grossisseurs ne font pas l'écloserie. Nous, on est ce qu'on appelle des grossisseurs. On fait grossir les poissons. On met jusqu'à 25 000 poissons dans un filet de 100 mètres cubes. Après, on les trie et on les répartit. Ça paraît beaucoup, mais en fait, la densité de poissons reste faible. Et en bio, elle est limitée à 20 kg de poissons par mètre cube d'eau. Il faut savoir qu'un banc de poissons dans le milieu naturel, c'est entre 150 et 200 kg de poissons par mètre cube d'eau. Sauf qu'il va où il veut. Là, il ne va pas où il veut. C'est pour ça qu'on doit travailler des densités inférieures. Les conditions de vie des animaux paraissent donc satisfaisantes. Et qu'en est-il de leur nourriture ? Voilà. Alors cet aliment est certifié bio. Il est fabriqué en Bretagne. Il est composé essentiellement de farine de poisson. Il a un impact minimum sur l'environnement et il correspond aux besoins alimentaires des poissons. Et ils aiment ça. Sur ces filets-là, les poissons sont nourris avec des distributeurs automatiques d'aliments, ce qui permet d'avoir une multitude de repas dans la journée. Et donc d'étaler, on le fait surtout ça sur les petits poissons. Sur les gros, ils ont un seul repas par jour. Le principal problème de l'aquaculture, c'est que l'aliment, bio ou pas, reste fabriqué à base de produits de la pêche, même si on ne puise pas dans les espèces les plus nobles. Le poisson qui rentre dans la composition du poisson d'élevage, c'est pas du poisson qui est en général utilisé dans l'alimentation humaine. C'est du poisson qui est en bas de la chaîne alimentaire. Et là, il va directement sur des espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Et en plus sur des formules qui sont très performantes. Donc on utilise très peu de poissons finalement pour faire du poisson d'élevage. Il y a quelques années, 7 kg de poissons sauvages étaient nécessaires pour produire 1 kg de poissons d'élevage. Aujourd'hui, cette quantité est ramenée à 3 kg, notamment grâce à l'apport de nutriments d'origine végétale, qui permettent de faire grossir les poissons sans aucune conséquence. Mais il leur faut aussi des huiles d'origine marine pour pouvoir stocker ces fameux oméga 3 si bénéfiques pour l'homme. Il faut savoir qu'en France, on produit à peine 6 000 tonnes de poissons. On est un des très petits producteurs. Mais 80% de ces 6 000 tonnes sont produites dans des conditions très strictes. 100 000 tonnes de poissons grecs sont produits peut-être bien, peut-être pas bien. Sans garantie en tout cas. Seule l'aquaculture française est autant engagée dans des démarches qualité. On sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait et on sait pourquoi on le fait. Une ferme aux normes biologiques, comme celle du Frioul, rejette très peu de pollution dans la mer.
Nourriture et conditions d'élevage permettent d'obtenir une qualité très proche de celle du sauvage, tout en préservant la ressource des océans. C'est donc sans doute une piste incontournable si l'homme veut continuer à consommer du poisson. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.